chargé d'enseignement à l'Université de Poitiers et qui va intervenir sur le sujet suivant, le territoire, espace naturel ou espace juridique. Et de ce pas, eh bien, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas déroger à la règle. Je vais commencer aussi par remercier bien chaleureusement les organisateurs, Ania et Alexis, de m'avoir invité à prendre la parole et à vous exposer aujourd'hui quelques brèves esquisses de réflexion autour de la notion de territoire. Et comme j'ai appris, grâce à François Host, que le droit, ça sert à compter jusqu'à 3, ce qui satisfait évidemment les Hegeliens qui sommeillent en moi. Je vais ajouter au binôme philosophie et droit un troisième champ disciplinaire en évoquant un peu de géographie. Le territoire, donc, aujourd'hui, le territoire est partout. Il est désormais l'un des mots presque les plus usuels de la langue politique. Il y a même un ministère de la cohésion des territoires. Passage à l'emploi au pluriel, qui ici est significatif, puisque nous sommes passés du territoire national à une nécessité de penser des formes d'unité et de solidarité entre des portions de ce territoire national, qu'on nomme justement, en usant du pluriel, la diversité des territoires, comme l'on dit. La philosophie, précisément, s'est assez peu saisie de la notion de territoire. Et pour elle, celui-ci, bien souvent, se limite à la délimitation des frontières d'un État ou d'une nation. À travers la question du territoire, nous pouvons cependant, je crois, renouveler l'approche classique, en particulier de la question de la justice sociale, en s'appuyant sur des analyses géographiques de l'espace pour saisir le lien qui unit la problématique sociale à la problématique spatiale. Autrement dit, l'analyse spatiale, portée par la géographie, permet, je crois, à la philosophie d'élargir l'horizon conceptuel de la question sociale elle-même. Et c'est donc à travers l'objet territoire que je vais tenter d'esquisser une spatio-analyse, elle-même fondée sur les bases de ce que l'on pourrait peut-être appeler une philosophie de la géographie. Partout, donc, du territoire. Enchevêtrement à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Ces territoires structurent l'espace politique, ils s'enchevêtrent à des échelles qui forment le monde, peut-être même la mondialisation, où aucun espace ne semble échapper au territoire. Ils sont cartographiables, contrôlables, connaissables, bref, ils sont tout. La politique elle-même, qui jadis encore pouvait se donner pour fonction l'organisation de la vie en société, se voit désormais réduite à une sorte d'aménagement des territoires, de régulation des interactions aux différentes échelles territoriales, lesquelles nécessiteraient à chaque moment d'être adaptées aux impératifs du jour. Ultime justificatif de toutes les réformes territoriales, il faut s'adapter. Bref, les territoires forment le substrat d'un nouveau naturalisme. Les territoires ont remplacé les fleuves, les rivières, les brandes et les marais, les plaines et les vaux, qui faisaient jadis l'objet de cette géographie des professeurs et dont on montrait qu'elle dessinait ainsi un rapport spécifique entre l'homme et son sol, façonné par le paysage, formé par son terroir, influencé par son climat. Naturalisme et personnification, car le territoire est devenu, dans la lingua politica, non plus seulement le nom masculin décrivant, comme le dit le dictionnaire Larousse, la portion de l'espace terrestre dépendant d'un État, d'une ville ou d'une juridiction, mais il est devenu un sujet grammatical et sujet politique. On attribue désormais au territoire des qualités qui étaient autrefois celles des hommes. Ainsi parle-t-on de l'intelligence des territoires, de la résilience des territoires, de la capacité d'agir des territoires. Dans un récent discours, en ouverture à un colloque consacré aux métropoles résilience, la ministre de la Cohésion des territoires s'exprimait ainsi, je la cite, « Tous territoires qui ont d'ailleurs prouvé depuis le début de la crise sanitaire, face à laquelle ils sont en première ligne,
leur agilité et leur inventivité pour déployer des réponses appropriées aux problèmes posés localement. Fin de citation. Ainsi, face à une crise qui probablement est la plus humaine de toutes, une crise précisément sanitaire, ce ne sont pas, dans le discours de la ministre, les hommes qui ont été en première ligne, qui ont combattu, qui se sont montrés inventifs ou qui ont su répondre aux problèmes, ce sont les territoires. Comment ne pas s'étonner de voir ainsi le territoire muni des qualités humaines, d'action, d'intelligence, d'agilité ou de je ne sais quoi d'autre. Comment ne pas remarquer ici qu'attribuer au territoire des qualités réservées à l'humanité permet précisément de faire passer celle-ci au second plan et de naturaliser en quelque sorte une organisation territoriale qui pourtant est un construit social, juridique et humain. Car il n'y a pas de territoire indépendamment des hommes qui non seulement le peuplent, c'est-à-dire l'habitent, mais surtout le façonnent, le construisent, lui permettre de n'être pas simplement une portion d'espace, une étendue, une res extensa, mais une structure sociale et juridique. Il peut y avoir certainement une sorte de dérive de langage, un abus de langage, comme l'on dit, qui provoque ainsi cette personnalisation des territoires. Mais nous pouvons aussi, géographiquement, la lire comme une manière de signifier le territoire comme un actant de l'espace social humain. Excusez-moi. Je reprends ici le terme actant au géographe Michel Lusseau dans son livre L'homme spatial, où le terme désigne, selon l'auteur, une réalité sociale quelconque, donc pas nécessairement une personne, dotée d'une capacité à contribuer à l'organisation et à la dynamique d'une action individuelle ou collective. C'est en somme une entité définissable et distinguable qui est active dans un processus social. Dans ce schéma, le territoire ainsi posé, devenu sujet dans l'ordre du discours, sinon dans celui de la réalité, opère à la manière d'un quasi-personnage, relevant à la fois de la notion de collectif et d'agencement spatial. Le territoire, actant non humain, est doté de facultés, de compétences, de caractères, c'est-à-dire d'une sorte de personnalité propre. Il opère donc comme un quasi-personnage que Michel Lusseau décrit de la sorte, je le cite, qui ne sont pas seulement des objets dont on parle dans le discours et sur lesquels on agit, mais aussi des sujets parlants et agissants dans les discours. Cela se repère aisément, mais seulement grâce à une analyse des langages de l'action au sein desquels on peut déceler des figures de style qui ne trompent pas. Ainsi, entend-on, par exemple, la ville de Paris a décidé que ces procédés, ces formes énonciatrices qui naissent spontanément, sans que parfois les énonciateurs eux-mêmes n'y prêtent attention, montrent que ces actants se muent en quasi-personnages, dotés de figures qui les exposent socialement, c'est-à-dire d'un corpus iconographique qui les rend visibles, qui leur donne une forme regardable, qui donne à ce quasi-personnage un corps. Ainsi, dans la langue politique, les territoires deviennent des quasi-personnages, des sujets du discours qui opèrent dans l'organisation sociale et spatiale. De fait, cela se passe, comme le dit Lusseau, dans une forme discursive qui emprunte au langage de l'action. Et ce n'est évidemment pas un hasard si c'est dans la langue politique que s'opère cette transformation du nom en sujet. Car cette langue politique se veut bien sûr une langue de l'action et même certainement une langue performative. Ce transfert ou cette transformation linguistique s'opère d'ailleurs de manière subreptice, sans la plupart du temps que celui qui parle n'analyse réellement la structure syntaxique de son discours. Et comme pour appuyer la nécessité de cette transformation, on donne également à ces territoires une image, un corps. Tout le développement que nous pouvons constater depuis ces 20 dernières années de la communication institutionnelle, des identités visuelles de territoire, des labels, des marques, de tout ce marketing. Actant opérateur non humain de la spatialisation, le territoire est cependant aussi un composé hybride. Certes, en tant que sujet advenu du discours politique, il reste un acteur non humain, mais il est en lui-même et par lui-même composé d'humain,
d'interaction, d'interaction humain-humain, d'interaction humain-non humain, et d'interaction avec des institutions. Le territoire est donc à la fois un actant non humain et beaucoup plus que cela. Il n'est pas en soi, en propre, une institution, mais de la même façon qu'on l'a qualifié de quasi-personnage, on pourrait le qualifier de quasi-institution. Car le territoire trouve aussi sa forme propre d'action dans son institutionnalisation générale. Il n'est territoire que parce que s'y exerce du droit, avec un D majuscule, c'est-à-dire non pas seulement un droit ou des droits, mais du droit. Cependant, le territoire n'est pas la collectivité territoriale qui y exerce le droit, bien que ça le soit. Le territoire donne à cette collectivité territoriale sa spatialisation, celle de l'exercice juridique de ses fonctions, qu'elles soient politiques, sociales, administratives, économiques, etc. Cependant, si je parle ici de quasi-institution, c'est parce que l'espace du territoire et l'espace de la collectivité territoriale ne se confondent pas, bien que leur étendue puisse être identique d'un point de vue cartographique. D'abord parce que ce qui se passe dans le territoire, en tant que construit social, excède le rôle et la fonction d'une collectivité juridiquement établie. Les relations entre les hommes qui habitent ce territoire ne relèvent pas toutes de compétences administratives ou politiques. En ce sens, le territoire n'est pas plein. Il n'est pas plein de droits, plein de pouvoirs, plein de compétences. Il est aussi un creux, une distance, une espace, pris au sens typographique du mot. Il est distance, séparation et par là même relation. Cette part-là du territoire est aussi une part politique, sinon au sens de l'exercice d'une fonction juridique, du moins dans l'acception du mot politique que l'on trouve chez Hannah Arendt, je la cite. La politique prend naissance, dit-elle, dans l'espace qui est entre les hommes, donc dans quelque chose de fondamentalement extérieur à l'homme. Il n'existe donc pas une substance véritablement politique. La politique prend naissance dans l'espace intermédiaire et elle se constitue comme relation. C'est sur cette part politique, extérieure à la politique instituée, que cherche à s'exercer une autre forme de pouvoir, un géopouvoir, pour reprendre cette expression au géographe Michel Luceau. Il s'agit là d'un pouvoir qui tend à s'exercer sur cet espace intermédiaire, sur ces actions et interactions entre les humains, dans les interstices de ce que la politique, au sens juridico-administratif, ne peut pas toucher, sur lequel elle ne peut pas immédiatement donner prise ou donner corps. Ce serait peut-être là, en partie, ce que Foucault appelait à sa manière un biopouvoir, c'est-à-dire une forme de pouvoir ou de technique d'exercice qui s'exerce sur les corps, sur la vie, qui en tant que tel n'appartient pas non plus au corpus technocratique du souverain au sens traditionnel. Si Foucault pensait ce biopouvoir comme s'exerçant sur la vie en tant que biologique, sur un bios, le géopouvoir, en un sens, s'exercerait sur la vie comme zone. Et il permet au pouvoir politique de se munir d'une série de technologies qui organisent l'espace et les interstices spatiaux. Ce géopouvoir peut se définir alors comme le pouvoir de spatialiser l'activité humaine, et de plus en plus également celle des non-humains. C'est-à-dire de construire des espaces matériels d'existence qui s'avèrent toujours peu ou prou des dispositifs prescriptifs et qui entendent proposer des voies pour une bonne vie sociale, grâce au travail sur la forme architecturale et sur l'ingénierie fonctionnelle. Et j'ajouterais à ce que Luceau nous décrit que ces techniques de géopouvoir s'extériorisent également par des séries liées ou disjointes de dispositifs juridiques, des réformes de l'organisation territoriale, des lois d'urbanisme, des règlements de logement, mais aussi une hyper-technologisation de la vie, des systèmes GPS, des vidéosurveillances des lieux ou des espaces publics ou privés, des maisons connectées, des smart cities, etc. Autant de dispositifs, donc, de gouvernementalité de l'espace. Et j'utilise ici le terme gouvernementalité, non pas seulement dans l'acception foucaldienne, mais dans un sens beaucoup plus généralisé, qui donc nous permet de faire ressortir ici l'analyse géophilosophique
d'une conception de l'espace comme simple étendue de la Terre, plus ou moins naturelle, pour nous faire entrer dans la réflexion sur les concepts de surface, de lieu, de plan, qui sillonnent également l'ordre spatial. Un ordre spatial, ou si l'on veut ici un ordre territorial, qui ne se conçoit plus seulement par rapport à son périmètre, ou selon la détermination d'un ressort, mais également comme un espace construit, traversé par des actions, des dispositifs, par des techniques, et plus encore profondément par des enchevêtrements de vie, par des circulations, des rapprochements et des mises à distance. Le père fondateur de la géographie française au début du XXe siècle, Paul Vidal de Lablache, disait « Le champ d'étude par excellence de la géographie, c'est la surface ». Mais la surface, le plan, l'étendue, tout cela ne fait pas un territoire. Nous pourrions convenir de façon presque intuitive que pour qu'il y ait du territoire, il faut qu'il y ait une action humaine, ou mieux une interaction entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les institutions, et puis évidemment entre les hommes et leur milieu, entre les hommes et la nature. Mais est-ce que n'importe quelle action humaine fabrique en quelque sorte du territoire? Et ce territoire lui-même, selon une visée presque éthologique, ne préexiste-t-il pas en quelque sorte à l'action qui pourtant le constitue? Toute présence au territoire n'est-elle pas alors déjà une action? Il y a là une difficulté qui est celle de saisir la notion d'habiter. Ce territoire de l'habiter qui préexiste justement à ce qui le fait exister comme territoire. Un paradoxe que Heidegger, dans son très court texte « Bâtir, habiter, penser », avait mis en évidence. Je le cite très brièvement. « Nous n'habitons pas, dit Heidegger, parce que nous avons bâti, mais nous bâtissons et nous avons bâti pour autant que nous habitons, c'est-à-dire que nous sommes les habitants et sommes comme tels. » Pour Heidegger, donc, habiter signifie séjourner parmi les choses, et ce séjour est celui d'un ménagement, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de Jean-Marc Besse, une certaine libération de l'espace rendue possible par la définition préalable d'une limite à l'intérieur de laquelle, et grâce à laquelle, et à partir de laquelle, l'espace s'ouvre. Les choses bâties, construites, deviennent ainsi des lieux qui se ménagent une place dans un espace. Et ces places deviennent des emplacements entre lesquels les distances sont mesurables selon l'ordre de l'éloignement et de la proximité. Ainsi, l'espace est-il à la fois occupé et libéré, compris comme un spatium extensis et comme intervalle. Il n'y a pas, dit Heidegger, les hommes et en plus de l'espace. L'homme et l'espace ne se trouvent pas à côté l'un de l'autre, mais selon l'ordre d'un rapport, et habiter est précisément pour lui le terme qui définit ce rapport de l'homme à l'espace. Alors ici, la mise en perspective heideggerienne est séduisante. Pourtant, il se pose une question fondamentale à côté de laquelle il me semble que Heidegger passe, et qui nous est, à nous, contemporaine. Habiter, se ménager un espace, y prendre place, tout cela, en effet, peut bien constituer une particularité du territoire. Mais comment pouvons-nous penser les modes d'habiter de tous ceux qui n'y prennent pas place parce qu'ils n'y ont pas de place, parce qu'ils n'ont qu'une sorte d'emplacement qui ne constitue pas précisément l'espace d'un ménagement ou d'un aménagement? Car chez Heidegger, il y a l'espace d'un habité qui est aussi celui d'une forme d'enclosure, une enclosure pour préserver, pour ménager, pour prendre soin et fertiliser, mais une enclosure malgré tout. Il y a peut-être là moyen de rapprocher cet habité dont nous parle Heidegger du nomos de la terre de Carl Schmitt. Schmitt, en effet, affirme, je le cite, que le mot grec pour la première mensuration qui fonde toutes les mesures ultérieures, pour la première prise de terre en tant que première partition et division de l'espace, pour la partition et la répartition originelle, c'est nomos. Fin de citation. Le nomos, ici, n'est pas confondu avec la loi,
mais avec une forme d'appropriation-division originelle de la Terre. Une manière non de ménager, mais de conquérir et de morceler la Terre. Une enclosure originelle qui est aussi mise à distance et qui, par un acte d'identification, fonde dans le même moment une extranéité qui articule un partage spatial entre eux et nous. Nous avons affaire là à une certaine conception du territoire qui se rapproche de l'analyse faite par l'éthologie, où cette notion évoque l'espace nécessaire, vital pour une espèce, avec des limites, des frontières qui entraînent des luttes, des conflits d'appropriation, de domination, et qui déterminent des individus dans et hors de ces limites, du connu et de l'étranger. C'est aussi, par là même, un partage de l'espace au triple sens que l'on pourrait donner au verbe partager. Prendre part, prendre sa part et participer. Prendre part à la division de l'espace en tant qu'acteur de ce nomos originaire, mais aussi prendre sa part par le mouvement d'enclosure de cet espace. Reste alors la manière de penser le partager en participant à la construction d'un espace commun et que l'extranéité schmittienne ne comprend en réalité que sur le mode de la division guerrière entre le eux et le nous, qui correspond aussi à la manière dont il fonde l'ordre politique sur la division ami-ennemi. Reste alors qu'il se pose à nous aujourd'hui, au moment où nous avons constaté l'avènement du monde, avec une majuscule au mot monde pour le distinguer du monde comme simple surface ou étendue terrestre, le monde donc comme espace global, la question de savoir comment ce monde total est encore susceptible d'être, pour nous qui y habitons, un espace partagé, c'est-à-dire un espace d'une cohabitation. Et bien sûr d'une cohabitation qui n'est pas simplement une coexistence spatiale ou une coprésence, mais la perspective d'un territoire commun à fonder. Pour tenter de ce qui peut se jouer ici, j'aimerais prendre un exemple que je tire à nouveau du géographe Michel Lusseau dans un livre qui s'appelle Hyperlieux, paru en 2017. Et il s'agit de la situation spécifique de ce que l'on appelle la jungle de Calais. Cet exemple de Calais-Sangatte est assez intéressant car il concentre en un lieu très précis, un espace limité, une série de problèmes liés précisément à la spatialisation globale du monde. Rappelons en quelques mots l'histoire de Sangatte. Elle débute dans les années 90, mais géographiquement, elle ne débute pas n'importe où. Calais est un point de cristallisation de la question migratoire en raison de la spécificité de sa frontière avec la Grande-Bretagne. C'est un espace particulier où la proximité avec le tunnel sous la Manche focalise ici une limite de l'espace Schengen. Notons au passage qu'on parle bien pour l'Europe de l'espace Schengen et pas du territoire. Tout comme, par exemple, l'Union européenne a adopté en 1999 un schéma d'aménagement de l'espace européen. Et le fait de parler ici d'espace et non pas de territoire me semble assez significatif et philosophiquement et probablement juridiquement aussi. En tous les cas, cette proximité ainsi que la fréquence des ferries explique aussi l'importante présence des migrants qui, dans les années 90, provenaient essentiellement du Kosovo. L'association Emmaüs alerte alors l'État qui accepte de mettre à disposition un hangar désaffecté, ironiquement, un hangar qui appartient à la société Eurotunnel, pour installer, sous la gestion et la surveillance de la Croix-Rouge, quelques hébergements. C'est donc le début du camp de Sangatte. Il va accueillir jusqu'à 1800 personnes. Juste pour rappel, il existe en France 35 000 communes, dont 30 000 font moins de 2000 habitants. Le camp de Sangatte est donc une petite ville française. À grand renfort médiatique, ce lieu, donc, cet hyper-lieu de la mondialisation, va devenir symbolique. Il va devenir le nom de toutes sortes de discours de justification. À la fin de l'année 2002, le camp est fermé. Mais évidemment, aussitôt, de nouveaux migrants arrivent. Après le Kosovo, ceux-ci arrivent essentiellement du Kurdistan et de l'Afghanistan. Et ils s'installent dans les bois qui avoisinent ce hangar de Sangatte.
En Pachun, le mot jungle signifie la forêt. Et il est assez possible que ce soit par une dérive de l'utilisation de ce mot que le terme jungle est fini par être banalisé. Toujours est-il que cette nouvelle jungle sera démantelée à son tour en 2002. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, de nouveaux migrants arrivent de Syrie à partir de 2015. Et j'entendais ce matin aux informations radiophoniques qu'à nouveau, des migrants afghans affluent à Sangatte. Pour reprendre encore une fois les termes de Musso, que je cite ici, Calais n'est pas une paisible commune française débordée par un afflux extérieur et croyant qu'on pourrait traiter ce flux comme on règle les conséquences d'une inondation ou un embouteillage le jour des départs en vacances. C'est une localité investie et métamorphosée par la mondialité. Une localité investie par la mondialité, dans un lieu précis, extrêmement déterminé, en fonction des limites même de l'espace Schengen. Eh bien, la mondialité trouve à exprimer non pas une territorialisation, mais au contraire, sa déterritorialisation. En effet, cet espace du camp n'est pas un territoire. Il n'est pas régi par les règles du droit ou les règles de droit. Le camp, précisément, est hors du territoire. Il n'est pas un contre-lieu, comme pourrait l'être une ZAD, par exemple. Il ne s'est même pas érigé en lieu, ni en territoire. Et d'ailleurs, aucune expérience de territorialisation n'a été tentée. Après tout, le camp fait la taille d'une petite ville, pourquoi pas imaginer une forme d'expérience de territorialisation. On a laissé, dans le camp, l'espace de la mondialité entièrement livré à elle-même et à tous les trafics possibles, à tous les commerces qui venaient ici profiter de la détresse. Car en dehors des associations militantes et des organisations caritatives plus ou moins religieuses, on a vu aussi s'organiser une sorte de commerce migratoire, ainsi qu'un, on l'oublie plus souvent, qu'un commerce logistique et humanitaire. Certains célèbres fabricants d'articles de sport ont vendu beaucoup de toiles de tente à Sangatte. Les contrôles administratifs et sanitaires opérés par la préfecture ont dénombré 72 structures de vente illégales, parmi lesquelles 16 restaurants, 39 commerces de détail, des coiffeurs, des barbiers, etc. Peu de communes en France de 1800 habitants peuvent encore s'enorgueillir de 72 commerces actifs. À partir de cet espace déterritorialisé, il s'est reconstruit une forme de cohabitation, une reformulation d'une unité urbaine initiale. Non plus une simple occupation de l'espace, mais une tentative, avortée, mais une tentative de reterritorialisation. Une appropriation de l'espace par ceux-là même qui n'ont pas de place, qui ne se figurent aucun emplacement au sens heideggérien. La préfecture a voulu, au nom des réglementations interdisant ce type de commerce, obtenir une fermeture du camp. Mais le 12 août 2016, le tribunal administratif de Lille déboutait la préfecture au nom précisément d'une cohabitation ou d'une reterritorialisation. Je cite l'arrêt du tribunal administratif. Considérant que ces épiceries, cafés et restaurants remplissent d'autres fonctions qui ont également leur importance pour des hommes, des femmes et des enfants qui sont arrivés à Calais après des périodes longues et douloureuses. La préfecture répond au tribunal administratif par voie de presse. Je vous cite la réponse de la préfecture. Nous allons nous pourvoir en cassation auprès du Conseil d'État pour demander l'évacuation de ces 72 commerces. C'est très drôle. On ne demande pas l'évacuation du camp, on demande l'évacuation des commerces. Et c'est par l'évacuation des commerces qu'on évacuera le camp. Donc nous allons nous pourvoir en cassation pour demander l'évacuation de ces 72 commerces sur la zone nord du camp de la Lande. Le respect de l'ordre public, le respect de l'état de droit, vous voyez, le respect de l'état de droit, c'est le commerce légal. C'est très drôle, je trouve. Justifie d'aller au bout de cette procédure, nous allons poursuivre ces contrôles, etc. Le Conseil d'État a fini par donner raison à la préfecture le 12 octobre 2016 et l'évacuation du camp a débuté le 24 octobre. Et actuellement, donc, à nouveau, les migrants arrivent dans ce camp. La question n'est absolument pas celle de l'ordre d'un énoncé moral, sanitaire ou légal et éthique, mais plutôt d'observer justement
la manière dont un enjeu, qui est un enjeu spatial, se trouve ici totalement occulté par le traitement bureaucratique et commercial de l'affaire. En réalité, on saisit bien, je crois, à travers cet exemple, que l'espace n'est pas uniquement un donné naturel, cartographiable, en tout cas pas cartographiable comme tel, mais qu'il y a aussi, il y a bien effectivement un espace naturel et primordial, mais l'espace n'est pas seulement déterminé par sa naturalité. Celui-ci se transforme presque dialectiquement en une seconde nature, peut-être rousseauiste, peut-être aussi spinoziste, je ne sais pas, qui est traversée par l'action humaine et en tout cas par des constructions socio-spatiales. Cela nous permet donc d'envisager la question du territoire d'une autre manière, ni comme simple étendue délimitant des frontières juridico-administratives, ce qu'il est pourtant, ni comme caractère naturel d'un lieu éthologique, ce qu'il est aussi, mais comme relevant d'un processus de construction sociale. Ce processus pourrait être saisi par ce qu'Henri Lefebvre appelait la spatio-analyse. Celle-ci nous permet de comprendre que la connaissance ici ne porte pas sur l'espace comme tel, ne construit pas de modèle, de type ou de prototype d'espace, mais expose la production de l'espace, pour reprendre le titre même de l'ouvrage de Lefebvre. Chaque société modelait jadis son espace, en fonction de ses ressources, mais aussi en fonction de ses modes de production. Cet espace pouvait être modelé par la guerre, par l'appropriation, le premier qui est ayant enclos un champ, etc., nous dit Rousseau dans le second discours, par la diplomatie peut-être aussi, mais surtout et avant tout par le travail. Aujourd'hui, l'espace s'est mondialisé à tous les échelons, y compris à un échelon micro-local, comme celui de Calais. Et cet espace planétaire se modèle selon des logiques de mobilité. Mobilité évidemment du travail et des capitaux, mobilité évidemment des marchandises et des humains, qui seront étudiés tantôt par l'économie, tantôt par la sociologie, tantôt par la démographie, tantôt par la géographie. Mais la spatio-analyse que Lefebvre nous propose permet non pas de tenter une synthèse, mais de tenter un rassemblement qui saisisse justement les interactions. À travers ces interactions, disait Lefebvre en 1974, le marché mondial dessine des configurations inscrites sur la surface terrestre des espaces changeants, ceux des contradictions et des conflits. Ce que définit là Lefebvre comme spatio-analyse pourrait également être appelé une philosophie de la géographie, ou métaphilosophie si on veut utiliser les concepts de Lefebvre. Moins souvent utilisé que son droit à la ville, l'ouvrage La production de l'espace permet cependant de mettre en évidence un concept d'espace qui, à mon sens, est utile à notre époque. Comment ne pas conclure, dit-il, à la fin de cet ouvrage publié donc en 1974, comment ne pas conclure à l'importance croissante de l'espace dans les sociétés dites modernes, à sa prépondérance imminente ou déjà actuelle. Cette prépondérance ne s'exerce pas seulement à l'échelle micro, en ce qui concerne la disposition des surfaces dans un supermarché ou dans une unité de voisinage, ni seulement à l'échelle macro, dans la répartition des flux à l'intérieur d'une nation ou dans une unité continentale. Elle s'exerce à tous les niveaux, à tous les échelons, dans leur connexion. Aujourd'hui, il s'agit de l'espace à l'échelle mondiale, et même certainement au-delà de la surface terrestre, dans l'espace interplanétaire, ainsi que ces espaces indiqués à tous les échelons. Aucun lieu n'a disparu. Aucun lieu n'a disparu, mais tous les lieux ont subi des métamorphoses qui modèlent cet espace planétaire. Cette philosophie de la géographie dessine, selon moi, l'espace d'une nouvelle recherche à mener sur les rapports que notre contemporanéité nous impose d'observer entre les formes classiques de la justice sociale et la question précisément de la justice spatiale. Le partage de l'espace devient en effet un enjeu majeur dans la question même de la justice sociale. De nombreuses frontières sociales trouvent leur matérialisation en effet dans des configurations spatiales spécifiques,
des lieux de ségrégation diverses, des ghettos aux gated communities, des constructions urbaines à la périphérisation des modes de vie, de la métropolisation aux nouvelles ruralités. La pratique de l'espace, le pouvoir qui s'y exerce, les technologies de découpage de l'espace, de fragmentation, de parcellarisation, dessinent un champ d'analyse conceptuelle permettant de questionner à nouveau frais l'organisation des dominations. Mais plus l'espace social se construit, se manifeste, et il se manifeste désormais mondialement, plus l'espace physique recule. Ainsi, la question de la justice spatiale, saisie par une philosophie de la géographie, permet probablement de reconstruire également notre conception de l'architecture des rapports entre les espaces naturels et les espaces juridiques. Je vous remercie.